Dépité par l'abattage de l'un de ses chasseurs dans son propre ciel par la DCA syrienne, Israël cherche à se racheter aux yeux de son opinion. En l'espace de quelques heures, un second drone de l'aviation israélienne est apparu dans le ciel du sud de la Syrie, au-dessus de la route de Khan Arnaba. La DCA de l'armée syrienne a violemment réagi en tirant en direction de l'appareil qui a été poussé à quitter le ciel syrien. Dans un premier regard, comment analysez-vous les dernières défaites de l'aviation israélienne en Syrie? Les déclarations du ministre de la Défense israélienne, M. Lieberman, en fait, cachent beaucoup de choses. D'abord, c'est peut-être un moyen de demander aux États-Unis des avions furtifs qui puissent échapper au système de défense aérienne de l'armée syrienne. Parce que la Syrie dit évidemment avoir abattu un avion israélien et touché un autre. Israël confirme qu'elle a par contre fait exploser un missile syrien en l'air qui s'orientait vers Jérusalem. Alors, ça prouve que les Russes ne sont pas intervenus parce que la base russe sur la côte syrienne avec les S-400 et les S-300 pouvait abattre en quelques secondes les 4 bombardiers israéliens. Donc, l'attitude de Lieberman est en fait très complexe. Si ces avions ont échappé aux missiles syriens, il ne produit aucune preuve. Or là, nous avons des informations que peut-être l'avion israélien est tombé dans une zone rebelle et par solidarité, puisqu'il y a une solidarité entre Daesh et Israël aujourd'hui, les rebelles, entre guillemets, n'ont pas dit avoir vu les débris de l'avion israélien. Ceci dit, même si cet avion était tombé en Israël, qui sait qui va vérifier les informations israéliennes qui disent que les débris sont des débris d'un missile syrien et pas les débris d'un bombardier israélien. Pour le moment, la chose n'est pas si sûre que ça des deux côtés. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'aviation syrienne, enfin les moyens de défense aérienne ont répondu. Et ce qui est nouveau aussi et certain, c'est que Israël a tenu à dire que bel et bien, il a effectué un raid aérien. C'est peut-être pour la consommation locale israélienne, pour assurer la population que le système Arrow anti-avion, anti-missile également, a bien fonctionné. Oui, mais cela ne met pas à l'abri Israël, parce que peut-être que ce système Arrow a abattu un missile syrien, mais est-ce que ce même système serait capable d'abattre une pluie de missiles dans le cas où Lieberman continue à faire de la surenchère et qui risque d'entraîner la région dans une guerre, je dirais, entre l'axe qui soutient Damas et Israël. Il faut ajouter à cela aussi que les objectifs des bombardements israéliens, il y a à distinguer 2 choses. Les Israéliens ont cherché à bombarder des troupes syriennes qui montaient vers le nord pour se battre contre Daesh, pour aller vers Raqqa, et c'est là où on se demande si les Américains qui ne peuvent pas bombarder l'armée syrienne régulière n'ont pas demandé à Israël de le faire. En fait, ici, Israël obéit aux ordres américains dans cet incident, si je puis dire, et ce n'est pas
vraiment une volonté d'engagement de la part du gouvernement israélien. D'ailleurs, le fait que l'ambassadeur israélien ait été convoqué à Moscou, ça montre que les Russes ne sont pas contents de cette action israélienne qui est un peu, qui relève de l'improvisation, hein, en bombardant comme ça la Syrie, qu'ils vont se parer contre la montée en puissance du Hezbollah. Que le véritable maître du jeu, ça reste quand même le maître de Moscou, et non pas Israël qui cherche soi-disant à détruire des ateliers de montage de missiles iraniens qui se trouveraient dans le désert syrien. Là, franchement, ce n'est pas convaincant. Il se peut très bien qu'il y ait des ateliers de montage ou de petites usines souterraines en Syrie de missiles, mais qu'est-ce qui empêcherait le Hezbollah d'en avoir sur le sol libanais? À la lumière de l'expérience des Houthis et des forces de Saleh au Yémen, on se demande si le Hezbollah, tout comme les Houthis au Yémen, n'a pas les moyens de fabriquer des missiles iraniens de différentes portées. Il faut ajouter aussi que de plus en plus Israël se sent en danger parce que Israël sait très bien, malgré les accords russo-israéliens de la présence russe sur la côte syrienne, que il se peut très bien, il y a des bruits qui courent, que le gouvernement syrien accorderait à l'Iran une base militaire maritime entre Latakia et pratiquement la frontière turque, syro-turque. Ça veut dire que Israël se trouve encerclé, tout comme la Turquie, par des tenailles de toutes parts. Et toute cette opération d'attaque contre la Syrie vise à obtenir plus d'aide américaine. Parce qu'on a beau dire que ce missile syrien n'a pas vraiment atteint l'avion, ce qui reste à prouver, l'insistance de la Syrie à répondre, et puis le fait que la Syrie ait abattu un avion sans pilote, prouve bien une fermeté et un changement des règles d'accrochage militaire entre la Syrie et Israël. Alors, ces deux incidents doivent être revisités à la lumière de ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, qu'un éventuel missile sol-sol a frappé la base d'Azrot en Israël, et on a rappelé les commentaires de certains analystes israéliens qui demandaient au gouvernement à l'époque de ne pas continuer à provoquer Assad, au risque de déclencher une guerre de missiles où Israël ne serait pas avantagé, car si le système Arrow israélien a réussi, selon les déclarations israéliennes, à abattre le missile sol-air syrien, rien ne nous dit que ce système Arrow peut répondre à une pluie de missiles de différentes portées qui partiraient de toutes parts au Proche-Orient. Je crois qu'Israël joue avec le feu, mais ce dont il espère surtout, c'est une aide américaine pour fortifier sa flotte aérienne et obtenir gratuitement des avions furtifs. Alors, est-ce que Trump va, lui qui est homme d'affaires, va être si généreux avec Israël? Nous savons que vendredi et samedi, il y aura une réunion importante aux États-Unis où le gouvernement américain de Trump devrait déclarer, proclamer sa politique de lutte anti-Daesh,
alors on saura peut-être plus, ou peut-être après, sur une éventuelle aide américaine à l'armée israélienne en avion furtifs qui peuvent échapper au radar de la région. Les toutes récentes informations obtenues au sujet de la riposte syrienne au raid d'Israël révèlent que les soldats russes se trouvaient à proximité de la base militaire visée dans la banlieue de Palmyre. Quelles seront les ampleurs d'une éventuelle confrontation militaire entre Israël et la Russie? Je crois qu'Israël n'oserait pas s'attaquer aux Russes, non seulement Israël, mais même les Américains. Parce que s'attaquer aux Russes aujourd'hui en Syrie, ça veut dire déclencher une guerre mondiale. Parce que je ne vois pas quelle armée peut s'attaquer au système S-400, S-300. Je crois, c'est un test que vient de faire Israël par rapport à sa politique vis-à-vis de la Syrie. Personnellement, je suis convaincu qu'Israël se sent menacé ces temps-ci par la présence, évidemment, du Hezbollah, de toutes les forces qui soutiennent l'armée syrienne régulière et les succès de cet axe à l'intérieur de la Syrie. Alors, est-ce que c'est un moyen pour Israël de faire miroiter aux Américains qu'ils sont toujours là, ils sont prêts à les aider pour Raqqa ou pour autre chose dans la région? Tout le monde sait qu'Israël a toujours été un peu vassal de la politique américaine et vient à l'aide des politiques américaines dans la région. Mais la nouvelle donne, c'est que la montée en puissance des forces iraniennes, tant au niveau de l'industrie de l'armement qu'au déploiement dans différents points du Moyen-Orient, le Hezbollah au Liban, en Syrie, au Yémen, et puis les révoltes successives des minorités chiites, et puis la défaite des forces ultra-orthodoxes, terroristes de Daesh, de Al-Nusra et de tous ces mouvements nés des frères musulmans et des wahhabites, mettent mal à l'aise les Israéliens. Et je crois que si Netanyahou continue ce jeu-là pour la consommation locale, c'est-à-dire assurer les Israéliens qu'il est capable de défendre leur sécurité, il risque un dérapage qui, franchement, serait tragique pour son gouvernement déjà, parce ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, et s'il commet une grave erreur, à mon sens, ses adversaires politiques vont chercher à le déboulonner. Et là, ils auraient des arguments convaincants. Parce que les derniers incidents, c'est vraiment, ça relève de l'aventure militaire et militariste du côté israélien. Mais ils se sont soldés par un échec parce qu'on n'a pas vu cet aspect invincible, n'est-ce pas, de, soi-disant, la maîtrise israélienne de l'espace du Moyen-Orient. La riposte de Damas a, selon les analyses, remis en cause la supériorité aérienne d'Israël. Elle a porté au grand jour les failles systémiques du bouclier de défense antimissile israélien Hetz. Quel est votre avis à ce sujet? Il me semble que bien que les États-Unis aient aidé financièrement Israël à développer les systèmes antimissiles, en l'occurrence Arrow, ou à moderniser les Patriotes, il reste toujours une faille dans cette défense et dans cette arme face aux divers missiles modernisés par les Iraniens, l'armée syrienne, les Russes. On entend parler aujourd'hui que après la livraison des S-300
par la Russie à Téhéran, les Iraniens ont développé déjà les S-300. Évidemment, la Russie n'a pas donné aux Iraniens les S-400, mais il est fort possible que la technologie iranienne puisse arriver à moderniser les S-300 et à en faire une arme redoutable contre toute éventuelle attaque israélienne. Je crois que s'il y a un déclenchement d'une guerre au Moyen-Orient, Israël ne serait pas à l'abri de missiles de toutes parts. Et quand bien même Israël utiliserait l'arme nucléaire, il ne pourrait pas gagner cette guerre-là. Donc, il faut que, à mon sens, M. Lieberman cesse ses fanfaronnades et essaye d'être plus réaliste dans sa politique. Les temps ont changé. Depuis que la Russie a des bases en Syrie et depuis que l'Iran ne cesse d'effectuer des progrès dans l'industrie de l'armement, Israël n'est pas aujourd'hui le maître absolu de la technologie de l'armement au Moyen-Orient.